Salut mes amis, c'est Pavel et le projet Mind Cash et vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements au trading. On est dimanche et comme tous les dimanches, nous sommes ensemble pour parler de la bourse, de l'économie, pour analyser la semaine passée. La semaine passée était extrêmement importante, il y a eu 2 réunions, BCE, la Fed, énormément de statistiques super importantes, on a parlé de l'inflation, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans la tête des investisseurs. Nous allons analyser tout ça de point de vue tendance, on a vu tout et n'importe quoi, y compris les manipulations boursières. J'en ai parlé dans mon Telegram que je vous invite à rejoindre, vous avez toutes les infos dans la description à cette vidéo. Donc du coup cette vidéo va être assez intéressante, j'espère, assez riche en informations. J'ai un petit peu changé le format parce que j'ai prévu de faire à la fin de l'année des vidéos pour préparer l'année suivante, l'année 2023 dans notre cas. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, je vais vous parler comme de la macro parce que la semaine, elle était tellement importante, tellement riche en événements, paradoxalement, juste avant les fêtes, que je suis obligé de changer le sujet pour analyser la nouvelle situation finalement dans laquelle nous vivons parce que les messages étaient assez particuliers que M. Powell nous a glissés et comment le marché va l'interpréter, c'est encore une question ouverte. Avant de commencer cette vidéo, je vous demande, comme d'habitude, mes amis, inscrivez-vous à la chaîne Mind Cash, surtout pendant la vidéo, ça me fait énormément du bien pour le référencement. N'oubliez pas un like, pour vous ça coûte vraiment rien, pour moi c'est vraiment super important pour développer cette chaîne gratuite. Ces vidéos sont gratuites, j'espère qu'ils vous plaisent pour que la chaîne se développe, pour que notre communauté grandisse. N'oubliez pas s'il vous plaît cliquez en like et partagez cette vidéo à vos amis qui s'intéressent éventuellement à la bourse, qui peuvent aussi faire partie de notre communauté Mind Cash. Et aussi très rapidement, je ne veux pas vous retenir longtemps, que le problème des coupons pour les abonnés Option Invest est réglé. Maintenant, vous pouvez vous inscrire à l'offre Mind Cash Premium pour le prix de 9,98 €, le prix réduit pour ceux qui font déjà partie de Club Option Invest. J'ai fait la publication sur Telegram, également je fais la publication sur le post YouTube. Vous pouvez trouver toutes les informations si vous êtes intéressé de rejoindre les abonnements Mind Cash Premium. Voilà, nous allons commencer tout de suite mes amis pour voir qu'est-ce qui s'est passé cette semaine parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je sais que vous êtes en train de vous préparer au fait, vous êtes en train de couper la foie gras et nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé parce que les marchés ne vont pas dormir, les marchés ne vont pas fêter et on voit que c'était pas du tout la fête cette semaine et nous allons voir où on va, n'est-ce pas? Donc ça, c'est ça le but. Qu'est-ce qui s'est passé le plus important? Les événements le plus important, je ne sais même pas quel choisir parce que il était tellement important cette semaine de point de vue et les statistiques et les discours des banques centrales que nous allons commencer juste aléatoirement par les statistiques qui ont été publiées. Vraiment, le plus important, c'était le CPI. Le CPI, c'est le Core Price Index. C'est l'inflation, grosso modo, aux États-Unis et elle est ressortie moins importante que attendu. C'était une excellente nouvelle pour le marché. J'en ai parlé la semaine dernière que cette publication va, grosso modo, nous dire s'il y aura le Christmas Rally ou pas. Et vous savez, qu'est-ce qui s'est passé le jour de la publication? C'était le mardi que juste quelques secondes, quelques minutes même avant la publication, écoutez-moi bien, avant la publication du CPI qui a eu lieu 14h30 l'heure Paris, il y a eu une énorme hausse sur les marchés américains, sur les marchés de futurs. Il y a 13 000 lots de futurs qui ont été achetés sur l'indice américain expiration mars 2023 et ça fait exploser les indices de 4%. Ça a duré pendant 1 heure à peu près cette hausse vertigineuse des marchés financiers et pour après retomber, se calmer et les marchés ont terminé presque à l'équilibre. Maintenant, il y a une enquête qui est lancée auprès de la SEC américaine, c'est un régulateur un petit peu comme AMF en France, pour comprendre s'il n'y a pas eu une manipulation des marchés. Vous savez, c'est très très alléchant en ce moment parce que les marchés sont un petit peu moins liquides. Il y en a beaucoup moins d'opérateurs, c'est presque une période de vacances. Vous savez, en bourse, toujours la période après le Black Friday et jusqu'au Nouvel An, c'est toujours une période un peu particulière de point de vue des tendances, de liquidité, et on peut observer assez régulièrement des inefficiences. C'est une période où on peut voir beaucoup de fausses cassures techniques, dans un sens comme dans un autre évidemment.
Donc il faut toujours tenir ça en compte. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a voulu en profiter et commencer à trader avec des volumes très importants pour, on va dire, manipuler les marchés. Donc je ne veux pas dire plus que ça parce que c'est tout ce que je connais. J'ai publié ça dans Telegram. C'est pour ça que je vous invite à rejoindre ma chaîne Telegram également où j'ai recommencé, après avoir réglé tous les problèmes techniques sur le site Mind2Cash, que maintenant je commençais à être très régulier, à publier les informations et j'espère que ça vous plaît. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes content d'être abonné à la chaîne Telegram qui est vraiment un canal de communication excellent. En tout cas pour moi ça m'aide énormément pour garder le contact avec notre communauté pendant la semaine. J'ai malheureusement mes contraintes de temps également, donc je peux pas faire les vidéos tous les jours. J'aimerais bien pouvoir le faire un jour, mais pour le moment je ne peux pas le faire. Et comme ça me permet de garder le contact avec vous, y compris aussi sur la site mind2cash.fr où il y a mon blog où j'ai recommencé à faire mes post presque journalier. Le matin, je fais une revue de presse et je vous donne mon sentiment de marché au fur et à mesure que la semaine avance. Voilà, donc le CPI il était très bon, il était publié, donc on voit que l'inflation ralentit et pour le marché c'était vraiment une excellente nouvelle. Ensuite le marché il s'est calmé très vite parce qu'il y avait, comme je viens de vous dire, un phénomène assez particulier qui s'est produit sur le marché et surtout il s'est calmé pour moi en tout cas parce que les 80% de volume de marché est dirigé par les automates, c'est ça mon opinion. Évidemment c'est subjectif, peut-être que j'ai tort, chacun peut avoir son avis. Certaines personnes pensent que les gérants de fonds ont profité de cette hausse post-CPI pour solder certaines positions. Je ne pense pas, mais déjà vu qu'il y a une enquête, donc on voit que c'est une spéculation. Deuxièmement, je pense que le marché, surtout pendant des périodes de la fin d'année, sont dirigés par les automates. C'est le cas tout au long de l'année, mais c'est particulièrement le cas pendant des périodes quand les gérants sont partis. Et moi, j'ai quand même beaucoup travaillé dans les banques, j'ai quand même beaucoup travaillé dans les différentes sociétés de trading, et je sais que cette période de l'année où il n'y a pas de grandes décisions qui sont prises. Donc si même le gérant, vous voyez, d'un grand fonds qui veut peut-être, pourquoi pas, alléger ses positions, notamment d'ailleurs c'est ce que le fonds norvégien fait en ce moment. J'ai aussi publié cette information sur mon Telegram, parce que le fonds norvégien est assez pessimiste pour l'année 2023. Je pense que c'est assez important de souligner parce qu'en général, moi je fais pas énormément d'attention à ce que disent les différents analystes, surtout ceux qui ne tradent pas, parce que le fonds norvégien, ils sont vraiment sur le terrain, ils gèrent vraiment une somme, c'est le deuxième fonds le plus gros au monde et ils gèrent les sommes vraiment très importantes. Donc si eux, ils disent qu'ils veulent sortir des marchés, donc déjà ça créera une certaine pression baissière. Je pense qu'ils vont le faire intelligemment de toute manière, donc ils ne vont pas juste balancer les ordres n'importe comment en bourse, mais dans tous les cas, si leur stratégie c'est d'alléger leur exposition sur le marché financier, pour moi ça signifie quelque chose. C'est plus important qu'un analyste lambda quelque part chez Goldman Sachs. On ne s'est pas dit pour quelle raison. Là, c'est vraiment, ils gèrent l'argent des Norvégiens et c'est un actif qui appartient à tous les Norvégiens. Ils sont très intelligents là-bas pour vraiment avoir cette répartition socialiste entre toute la population norvégienne qui bénéficie de cette rente pétrolière. Donc, si vous voulez, je peux faire une vidéo à part sur le fonds norvégien, un peu de même manière comme je fais sur la Banque nationale suisse, parce que ils sont assez proches en fait dans leur stratégie. Si ça vous intéresse, dites-moi ça dans les commentaires. Je vais essayer de le faire prochainement parce que je pense que c'est vraiment un sujet super intéressant. Si je reviens à ce que je voulais vous dire au début, c'est que les gérants de fonds ne vont pas prendre des décisions majeures comme ça la veille des fêtes de Noël. Bon, peut-être il y a un certain hedge fund qui peut faire différemment, mais en gros, les gros gestionnaires ne vont pas fonctionner comme ça. Pour moi, la tendance, elle est principalement gérée par les automates du trading. Et les automates du trading, le mardi, après le CPI, ils savaient que le jour suivant, ça sera encore plus important parce que ça sera la Fed, ça sera l'interprétation de ces chiffres par les réserves fédérales. Parce que pourquoi on s'intéresse au CPI, pourquoi on s'intéresse à l'inflation, etc. En réalité, la bourse, elle s'intéresse l'argent de la Fed. Si la Fed va injecter de liquidité ou elle ne va pas le faire. Et ça dépend évidemment de l'inflation, ça dépend énormément de paramètres. Bon, en fait, finalement, il n'y a pas tant que ça. Hein. Il y a l'inflation, le chômage, c'est les principaux critères qui font partie du mandat officiel de la Réserve fédérale, et l'inflation a donné des bons signes. Donc effectivement, on pouvait espérer que la Fed sera, on va dire, dovish, comme on dit. Cela veut dire qu'elle sera plus accommodante qu'elle était pendant les réunions passées. Donc le mercredi arrive, il y a la hausse de taux de 0,5% comme attendu, donc ça c'est tout le monde s'attendait à ça, c'était pas du tout une nouvelle.
Maintenant, le taux directeur, elle s'élève à 4,50% aux États-Unis. Par contre, le message de Jerome Powell était plus que mitigé, mes amis, parce qu'il a dit quoi? Il a dit que pas de pivot. C'est ce que je vous disais tout le temps. Vous savez, dans toutes mes vidéos précédentes et dans les commentaires aussi, j'ai eu des discussions avec des personnes qui disaient que il y aura le pivot de la Fed très prochainement. Je disais toujours que pivot aujourd'hui dans les circonstances macroéconomiques n'est pas possible. Peut-être hors une catastrophe boursière. Nous, on est loin de la catastrophe boursière aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison pour qu'il y ait le pivot. Quand je parle du pivot, je parle de arrêt de la hausse des taux et voir le retournement de la politique pour faire les quantitative easing comme on le faisait les dernières années. Donc pour moi, c'était vraiment pas du tout une option. Et Jerome Powell était particulièrement clair, peut-être il a choisi le bon moment après la publication des bons CPI pour expliquer gentiment au marché et aux têtes chaudes du marché qui pensent qu'il y aura du pivot. Il a dit que on s'attend à la récession, mais en plus, pendant cette récession, on ne va pas nécessairement arrêter la hausse des taux. Vous voyez, on est un petit peu dans une situation apocalyptique de point de vue macro. Si on ouvre le bouquin de l'économie générale, on va se dire, ah tiens, c'est quoi ce qui se passe? On est en face à une catastrophe économique. Bon, peut-être d'ailleurs, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, normalement, quand il y a une récession, la Fed doit au contraire baisser les taux pour stimuler l'économie, blablabla, patati patata. Mais cette récession que nous vivons aujourd'hui, c'est particulier parce que cette récession, c'est un outil de la Fed pour prendre le contrôle sur l'inflation. Donc la Fed, elle fait quoi? Elle cheers recession. Donc voilà, c'est ça qui est très important. Pour la Fed, il faut bien comprendre que la récession, c'est bien. Vous voyez, retenez bien, c'est ça. On vit dans un monde absolument fou parce que la récession, aujourd'hui, est une bonne nouvelle pour la Fed. Nous avons vécu pendant des années quand les mauvaises nouvelles étaient des bonnes nouvelles parce que cela veut dire que la Fed va mettre plus d'argent sur la table. Aujourd'hui, on vit dans un monde encore plus fou où la récession, c'est bien. Voilà, c'est ça la réalité des marchés aujourd'hui. Et il faut les interpréter et regarder les événements majeurs économiques sous cet angle. Heureusement, malheureusement, je ne sais pas, mais nous devons tenir compte de cette particularité économique dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Donc on a revécu le mercredi. Le mercredi, c'était la Fed et les bourses ont chuté. Ils ont commencé cette chute après le discours de Jerome Powell. Bon, j'étais assez étonné parce que Jerome Powell, peut-être, il essaie de trouver un équilibre entre pour faire passer les messages négatifs, pour profiter le contexte positif post-CPI. Pour moi, c'est plutôt ça sa logique. Peut-être ce message était préparé, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, le marché n'a pas aimé. Et le mercredi, c'était une journée baissière en bourse. Mais de toute manière, il faut jamais interpréter les mouvements boursiers pendant les jours des discours des banques centrales. Et là, on a eu deux banques centrales qui discutaient mercredi et jeudi respectivement. Et il faut faire quand même beaucoup attention. C'est les séances de vendredi que nous avons déjà vues et les séances du lundi, du début de la semaine prochaine qui vont être importantes. Et en plus, il faudra encore une fois de prendre un petit peu avec des pincettes parce que la liquidité va diminuer davantage. Pour moi, c'était pas nécessairement très représentatif. Ok, on a chuté, je vais vous en parler parce qu'il y a des autres indicateurs qui montrent que les choses ne sont pas si évidentes comme ils peuvent paraître. Parce qu'aujourd'hui, il y a tous les bears qui se sont réveillés, ils ont commencé à dire, ah tiens, c'est la catastrophe, voilà, bon, la récession, la hausse des taux pendant la récession, patati patata. Mais vous devez comprendre bien que le message de la Fed, c'est que l'inflation, c'est pire que la récession. Je suis plutôt d'accord. Honnêtement, dans les circonstances actuelles, je dirais que je suis plus d'accord avec eux que dire que il faut lutter à tout prix contre les récessions. Récession, finalement, c'est quoi? C'est juste les statistiques. C'est juste 2 trimestres consécutifs de la baisse du PIB. Bah, on s'en fout, en fait, en réalité. Parce que bon, ok, il a baissé peut-être de 0,1%, mais ça ne va pas nécessairement dire que c'est une catastrophe. Parce que le chômage va plutôt bien, les ventes au détail, on a vu, ça va plutôt bien. Il y a des petits ralentissements, mais tant mieux, parce que sinon, l'inflation va complètement... Par contre, l'inflation peut changer toute l'image, tout le spectre économique du monde. Il faut d'abord régler ce problème-là, après la récession va revenir de manière saine dans l'économie et on va vivre normalement comme on a vécu avant. Donc là, je suis plutôt d'accord avec eux que le fait qu'on vit dans la récession et cette, on va dire, fixation de tous les investisseurs, tout le monde économique entier, qu'il ne faut absolument pas passer par une récession. Une récession, c'est normal, c'est un événement très normal. Mais là, une explosion de l'inflation que nous avons vécue cette année 2022,
pour de diverses raisons. Une des raisons majeures, c'est évidemment la guerre en Ukraine, qui n'était pas attendue, en tout cas par la plupart des personnes. C'est ça le problème. Vraiment, le problème central, c'est l'inflation. Et c'est tout simplement ce qu'a dit la Réserve fédérale. Et ce n'est pas nécessairement faux, c'est peut-être plus rassurant pour les marchés que la Fed a pris ce cap. S'il avait dit que non, on va lutter contre la récession et on va faire tout pour que le PIB soit toujours dans le territoire positif, l'évolution du PIB, je pense que ça serait plus dangereux. Et c'est ce qu'a dit la Banque Centrale Européenne, mes amis. En fait, la Banque Centrale Européenne, ça m'a fait peur, honnêtement, parce que leur message, il était assez contraire par rapport à la Réserve fédérale. Ils ont dit, ok, ils ont monté aussi le taux, c'est le bon temps. Enfin, ils se sont réveillés, ils ont commencé à monter les taux. Je comprends tout à fait que pour la Banque Centrale Européenne, les moyens ne sont pas les mêmes. Il y a les différents pays avec les différents problèmes budgétaires, bon, notamment je pense à l'Italie. Les pays sont très endettés. Monter le taux en Europe, c'est pas aussi facile que monter le taux aux États-Unis. Mais par contre, leur discours, qu'ils disent que voilà, et presque on est bon, la hausse des taux, on n'est pas trop motivé de continuer, sachant que l'inflation est presque la même que aux États-Unis, voire plus élevée selon le pays. Encore une fois, vous voyez, l'Europe c'est complexe, c'est plus complexe que les États-Unis parce que chaque pays vit ses propres réalités. Les pays qui dépendent du gaz russe, c'est une chose, les pays qui ne dépendent pas du gaz russe, bon presque comme la France, c'est tout autre chose. Et donc forcément l'inflation dans les pays baltes, elle est à 2 chiffres aujourd'hui, donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Dans les pays comme la France, encore moins la Grande-Bretagne, ça fait plus partie de l'Union européenne, mais dans tous les cas les pays qui sont moins dépendants du gaz russe ou qui sont dépendants du GNL principalement, c'est une situation complètement différente. Et donc, la BCE doit trouver un équilibre entre les deux. Les Américains sont assez tranquilles biches, ils sont autonomes énergétiquement, et c'est pas les mêmes problèmes, c'est leur devise, c'est une devise de réserve internationale, ils peuvent faire plus ou moins tout ce qu'ils veulent, sans générer spécialement de l'inflation. Voilà, donc leur tâche, elle est plus facile que la tâche de Christine Lagarde. Voilà, mais en tout cas, le message de la BCE, c'est un message que moi je trouvais quand même assez, comment mieux le dire, qui indique un certain impasse économique dans lequel se trouve le bloc. Donc pour moi, l'Europe, ça reste toujours une majeure source d'inquiétude. Pourtant, les indices européens, d'ailleurs, ils résistent plutôt pas mal cette année. Ensuite, le jeudi, on en avait parlé, il y a eu d'autres publications, les Core Retail Sales. Donc ça a été... La publication était vraiment très bonne. Regardez, les publications statistiques aux États-Unis sont vraiment encourageantes. Parce que déjà, l'inflation, le CPI, on a vu, c'est mieux qu'attendu. La vente au détail, on s'attendait la hausse, et finalement, on est en baisse. Donc ça, c'est pas mal. En plus, pour la période de novembre, la période de Black Friday, etc. Donc c'est vraiment extraordinaire. Je vous disais d'ailleurs la semaine dernière que il y a une certaine volatilité pour ces chiffres de novembre parce que c'est difficile d'anticiper comment le phénomène de Black Friday a affecté les ventes. Et là, on voit qu'il y a eu moins de ventes que prévu. Donc, c'est vraiment une excellente nouvelle dans certains ralentissements économiques, ce qui est bien dans le contexte actuel. Ensuite, le chômage. En fait, le chômage, par contre, c'était inflationniste, la publication. Et pourquoi c'est important? Et c'était un message très mauvais pour les marchés, parce que officiellement, le chômage, ça fait partie du mandat de la Fed. Je vous explique très rapidement que la Fed, il a dans ses statuts, il a le mandat de l'inflation et de chômage. Donc, je crois, oui, chômage, c'est sûr qu'il est dedans. Contrairement d'ailleurs à la BCE. À la BCE, leur mandat, c'est uniquement la lutte contre l'inflation. Mais le chômage, ça fait partie des responsabilités de la Fed. Et la Fed, de point de vue juridique, elle est obligée de réagir sur le chômage. Aujourd'hui, le chômage, il est très bien. Donc, du coup, ça ne sera pas un argument pour la Fed de arrêter les hausses de taux. Donc, elles vont voir, tiens, le chômage, ça va bien, c'est notre responsabilité. Du coup, on peut monter encore les taux. Vous voyez, c'est pour ça que le marché interprète vraiment très mal. En plus, couplé avec les paroles de Jerome Powell la veille, ça fait vraiment une image très hawkish, comme on dit. Cela veut dire très restrictif de point de vue de la politique monétaire future. Voilà, donc pour le vendredi, c'était assez calme, c'était les publications européennes. Les publications européennes, elles ont toujours moins d'impact. Et le CPI est ressorti légèrement au-dessus des attentes, plus de 10%, vous imaginez, c'est quand même incroyable. Vraiment, je trouve que c'est incroyable. Voilà, maintenant, je retourne sur mes
sur mon tableau de bord. D'ailleurs, il faut que je me le mette à jour parce que j'ai eu quelques idées en fait comment je pourrais enrichir cette image macro. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Je ne veux pas faire un tour de tout ce qui s'est passé. Vous savez comment les marchés ont évolué cette semaine, ça ne sert à rien de le répéter. On voit la baisse sur les importantes composantes de mon tableau. C'est Apple. Apple, elle a lâché pas mal et je l'utilise parce que c'est vraiment TGV de la côte américaine, donc si lui il baisse, tous les marchés baissent. On a vu qu'il a baissé quand même pas trop mal cette semaine. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est le moment d'acheter, mais quand même Apple qui a lâché plus de 5%, c'est pas souvent. Pour moi, c'est presque un indicateur macroéconomique, c'est pour ça qu'il est là. Ensuite, je vais vous parler d'un phénomène contrasté. En fait, c'est un phénomène assez paradoxal que je vois sur les marchés financiers, que d'un côté, Jerome Powell a dit au marché que non, il n'y aura pas de pivot, je vais continuer à monter les taux même s'il y a une récession. Ça fait peur. Mais si vous regardez bien, que le taux, le 10 ans américain ne réagit pas. Et ça, pour moi, c'est en majeure décorrélation entre le discours de la Fed, l'interprétation des marchés et ce qu'on voit dans les chiffres finaux. Parce que normalement, si le marché avait interprété le message de la Fed qu'il y aura encore plus de hausse de taux, plus de hausse de taux que prévu l'année prochaine, dans ce cas-là, nous devrions se reprocher très rapidement à 4%, voire plus. Pour moi, ça serait ça la logique normale d'évolution de ce marché. Mais pourtant, on voit qu'on ne dépasse pas toujours 3,5%, ce qui reste très modeste par rapport au taux actuel. Je vous rappelle que le taux directeur aujourd'hui est à 4,5 et le 10 ans américain, il est à 3,5. Donc c'est déjà quelque chose d'assez anormal. Et en plus, si vous regardez l'indice VIX, je ne l'utilise pas pour l'anticiper, mais je l'utilise pour constater la nervosité des marchés, il est très bas. Et ça, j'aimerais bien avoir une discussion avec les bears, avec ceux qui pensent que le marché va chuter. Pour l'instant, la panique n'est pas là. Ça, on le voit assez clairement que personne ne panique. Le marché a baissé suite aux interprétations des discours des banques centrales, etc., etc. Mais pourtant, pour l'instant, panique, il n'est pas là. Ça, c'est un fait. Donc là, on voit ça sur la volatilité implicite de l'indice S&P 500. Donc personne n'est en train de se hedger massivement en achetant des options put, en créant une énorme demande pour la volatilité, donc c'est pas le cas aujourd'hui. Donc voilà, pour moi c'est un phénomène que j'ai du mal à expliquer. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, comment on peut arriver dans une situation où le marché il a quand même lâché pas mal cette semaine, donc 3,5% pour S&P 500, Apple, vraiment le titan de la côte, a lâché plus de 5%, et pourtant, le 10 ans américain, malgré les discours de la Fed, malgré tout ce qui a été annoncé, il est très bas. Et le VIX, il est très bas aussi, cela veut dire que personne ne veut se hedger, personne n'a peur. Donc voilà, ça c'est la question que je me pose. Je ne vois pas non plus de sortie du risque massif quand je regarde le Bitcoin. C'est pour ça qu'il fait partie de mon tableau de bord. Là, je vois moins 2,4% pour un actif comme Bitcoin. C'est juste rien du tout. Tesla, mes amis, ceux qui font partie de Mind the Cash Premium, vous savez que la voiture électrique, c'est un des secteurs que moi je suis de près. Et Tesla, elle commence à se rapprocher à mes niveaux. J'imaginais, on arrive à un moment historique que Pavel va dire que c'est le moment d'acheter le Tesla. Ça fait un moment que je vous disais que moi, je suis pas du tout convaincu par les cours de Tesla. Maintenant, ça commence à être intéressant. Cette valeur commence à être assez proche au pricing normal pour le secteur d'automobile, avec une prime légitime sur le EV, sur le voiture électrique. Voilà, mais on va en parler dans une vidéo qui sera plus consacrée à ce secteur. Maintenant, nous allons regarder l'analyse technique de l'indice S&P 500 et comme par magie, le modèle que j'utilise depuis le février dernier, elle tient toujours la route. Je vous disais dans la dernière vidéo que pour le moment, le temps que n'a pas dépassé durablement le niveau de 4200 points, le modèle n'est pas cassé et on voit qu'il n'a pas été cassé. On a vu ce spike énorme sur les marchés qui était dû, mes amis, à la manipulation boursière. Et même là, on n'a pas dépassé le seuil. Donc, le modèle tient toujours la route et normalement, on devrait repartir dans cette vague de baisse. Malheureusement, mon put il est expiré, donc j'ai perdu de l'argent malheureusement sur cette position de couverture. Qu'est-ce que c'est la position de couverture? C'est quand vous avez un portefeuille, vous achetez un dérivé qui vous fait la performance inverse pour
quelque part protéger, un petit peu comme font les assurances, pour votre portefeuille contre les baisses éventuelles. J'avoue, je reconnais une erreur, je sais même pas si c'est une erreur parce que je me suis pas spécialement engagé sur les délais. Je ne savais pas quand est-ce que cette vague C va se réaliser et quels seront les potentiels rebonds. Moi, je pensais que ça va se réaliser avant la fin d'année, mais visiblement, ce ne sera pas le cas. Bon, à moins que en 2 semaines, on fait vraiment une chute phénoménale. Mais de toute manière, c'est trop tard pour moi parce que j'ai pris une expiration de mon put trop proche. Et maintenant, visiblement, j'ai des radans sur la prime. Donc, ceux qui font partie de l'Option Invest, vous savez comment ça marche. Je préfère ne pas trop parler des options parce que ce sont quand même des produits qui nécessitent une certaine maîtrise en amont. Même si en simple achat de put, franchement, ça n'a rien de compliqué. Mais je vous décourage de le faire sans passer une petite formation avec moi ou pas avec moi, ça c'est votre choix comme vous voulez, mais en tout cas vous devez maîtriser ces instruments parce que si vous faites des conneries ça peut vraiment coûter super cher. Mais dans tous les cas, de point de vue technique, nous avons toutes les chances de rester avec ce modèle qui commence déjà à être assez pénible et ennuyant parce que c'est pas, on voit que ça tout au long de l'année. On va suivre cette ligne C jusqu'à le point le plus bas qui se trouve à 3200. Je pense qu'on va y arriver un jour. On va y arriver certainement quand le marché l'année prochaine va réaliser que la Fed, effectivement, il continue à monter les taux malgré qu'il y a une récession. La récession est quasiment inévitable et nous devrons prendre le contrôle sur l'inflation. Et cette prise du contrôle sur l'inflation, elle va coûter en argent pour ceux qui investissent en bourse parce que ça va être en détriment des actions, à mon avis. Encore une fois, ça c'est ma vision des choses. Je ne pense pas que, en tout cas, la première partie de l'année 2023 va être facile pour les bourses. Mais dans la prochaine vidéo Café de dimanche, j'imagine, je vais parler de ma stratégie pour l'année 2023, comme moi je la vois aujourd'hui. Je réserve mon droit, bien évidemment, de changer mon avis, comme font tous les traders. Je vais vous en parler en détail. Qu'est-ce que j'ai en tête? J'ai un projet assez sympathique en tête pour cette prochaine année. On va rester évidemment ensemble, vous allez tout savoir. Et surtout ceux qui font partie du Club Option Invest ou bien des abonnements premium où je partage beaucoup plus d'informations par rapport aux positions que moi je prends, par rapport aux actions qui m'intéressent, parce que j'ai des screeners que je publie tous les mois pour les actions mes chouchous du mois avec des différents profils d'investissement. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à me rejoindre dans ces projets également. Voilà, grosso modo, nous restons dans la même configuration, c'est juste que cette semaine elle a encore une fois confirmé que ici nous avons clairement une résistance. Donc là après où elle se situe exactement, ça on peut en discuter. Bah, regardez, ça tombe mais vraiment pile poil presque. Donc là on a clairement une résistance ici à 4180, c'est là où je vous déjà identifié. Et comme par hasard cette hausse phénoménale suite probablement à la manipulation boursière, elle a touché exactement ce seuil. Mais regardez, 4184. J'étais à quelques points près sur mon modèle, donc je pense que c'est à nouveau, on peut constater que ce modèle, il tient la route. Il nous a pas généré quasiment pas des faux signaux, même si je reconnais que parfois je ne l'ai pas tradé de meilleure manière. Mais dans tous les cas, pour l'instant, il nous permet de anticiper la tendance boursière. Et c'est ça son but. Après, comment on la trade, si on la trade bien ou la trade pas bien, ça c'est chacun selon les talents de chacun. Il y a certaines choses que j'étais content d'avoir fait, d'autres choses que je suis moins content, mais mes problèmes, c'était surtout le choix de la maturité de mes options avec lesquelles j'ai essayé de trader ces tendances. Parfois ça marchait, parfois ça marchait moins bien. Peut-être j'ai dû prendre les échéances un peu plus lointaines en payant évidemment un peu plus de primes, mais finalement j'ai pris les échéances courtes et parfois j'étais un petit peu en retard avec le marché. Mais le timer le marché c'est toujours un peu compliqué, et en plus j'ai essayé de les timer à quelques semaines près et ça c'est vraiment pas facile à faire. Voilà, du point de vue de tendance technique, rien n'a changé, nous restons dans le même modèle technique, il a été reconfirmé à nouveau, maintenant on est en train de descendre, bon après la semaine prochaine, c'est difficile à dire ce que le marché va faire pendant la semaine des fêtes, mais
selon toute logique, on devrait quand même continuer encore la baisse, malheureusement. Donc on devrait aller chercher 3780 et doucement suivre cette ligne, à moins que le marché il réalise que finalement le message de la Fed elle n'était pas si mal que ça, que la BCE elle était quand même dovish. Qui sait, parce que le marché en même temps il veut aussi s'offrir un petit rallye de Noël, ça arrive assez souvent. Je ne serais pas étonné qu'on vivra un rallye de Noël peut-être un peu molle cette année. Tout est possible, tout est possible. Franchement, je ne parie pas sur la tendance, surtout à aussi court terme, et surtout pendant la période des fêtes, ça peut être complètement aléatoire. Mais dans tous les cas, ce modèle, c'est ce qui va se passer normalement à l'avenir, parce que là je vois pas du tout les marchés maintenant de revenir sur ce point B, casser le 4200, on va arrondir, et qu'on commençait à aller attaquer les plus hauts. Dans ce cas-là, il faut que quelque chose arrive, donc quelque chose fondamental se passe que nous on ne connaît pas, et dans ce cas-là on va en reparler, on va changer d'avis, on va changer de modèle, et ça va tout changer quoi. Mais dans le contexte actuel, dans le setup macroéconomique actuel, je ne vois pas d'autres scénarios, pratiquement aucun, sauf la suite de la baisse tranquille, où il faudra saisir certaines opportunités, certaines pas. C'est pour ça que je lance un peu les screeners, je fais des mises à jour régulières pour vous dire que voilà, moi je pense que c'est là-dessus que ça peut être déjà intéressant. Sur d'autres valeurs, j'attends encore. Mais dans tous les cas, nous restons malheureusement baissiers si on prend tout simplement la tendance de l'indice général. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo a été utile. J'espère que ça vous clarifie les messages des banques centrales qui sont souvent difficiles quand même à interpréter. Ça, je le reconnais très bien. J'espère que vous allez passer un très bon week-end de préparation aux fêtes. On se reverra encore, j'espère, avant les fêtes de la fin d'année. Je vais essayer de faire des vidéos, même si ça sera peut-être un format un petit peu différent. Vous me comprenez bien aussi que je reçois beaucoup du monde pour la première fois après mon déménagement dans le sud de la France. Enfin, on fait une grande fête chez nous. Et j'espère que vous allez en profiter aussi. Donc, essayez de vous reposer. La bourse, c'est passionnant, c'est animé, c'est intéressant, mais c'est pas tout dans la vie. On va encore revenir à nos sujets préférés. Je vous souhaite tout le meilleur. Passez un très bon dimanche. N'oubliez pas en like, partagez cette vidéo et je serai ravi de répondre à vos questions dans les commentaires de cette vidéo. Salut, bye bye, ciao ciao.